Quand on regarde un bâtiment flambant neuf, majestueux et imposant, on oublie souvent le danger invisible qui guette sous la surface, le tassement différentiel. C'est ce moment très redouté où le sol décide de s'affaisser de manière inégale, ce qui menace littéralement de déchirer la structure de l'intérieur. Aujourd'hui, on va décortiquer le dossier d'ingénierie d'un véritable héros méconnu qui empêche cette catastrophe, la longrine. Et pas n'importe laquelle. L'étude approfondie se concentre sur la longrine la plus sollicitée, une poutre de fondation de 20 par 50 cm. Allez, on plonge directement dans les calculs de génie civil pour voir comment on garantit la stabilité de nos édifices. Au programme de notre analyse, le rôle de la longrine, la fameuse descente de charge, la méthode de Kakko, le calcul du ferraillage, les vérifications finales à l'ELS, pour terminer sur le schéma détaillé. Première étape, le rôle de la longrine, la ceinture de sécurité du bâtiment. Concrètement, c'est quoi une longrine? Eh bien, il faut l'imaginer comme la véritable ceinture de sécurité de la maison. Il s'agit d'une poutre de liaison horizontale, complètement enfouie au niveau des fondations, qui vient ancrer les semelles entre elles. Son job, c'est d'absorber les tassements différentiels et de supporter les murs de soubassement. Sans cet ancrage, au moindre mouvement de terrain, c'est toute la bâtisse qui risquerait de se fracturer. C'est un élément absolument crucial. Deuxième étape, la descente de charge, le poids du monde. Pour dimensionner tout ça, il faut d'abord quantifier le fardeau qui pèse sur cette poutre. On sépare les charges permanentes, le fameux G, qui inclut le propre poids de notre poutre en béton, soit 2,50 kN par mètre linéaire, plus le poids du mur de remplissage pour certaines travées. Au total, ça nous donne un G de 9,58 kN par mètre. Ensuite, on a les charges d'exploitation, la variable Q. Et là, petite pause mathématique assez sympa, vu que l'élément est enterré et qu'il ne supporte aucun plancher, cette charge variable est tout simplement de 0. Mais l'ingénierie ne laisse pas de place au hasard. Pour la combinaison à l'état limite ultime, on applique un coefficient de sécurité de 1,35 sur les charges permanentes, ce qui nous amène à une charge de calcul de 12,93 kN par mètre linéaire. Ce chiffre de 12,93 kN, c'est le test de survie ultime. Imaginons une force écrasante qui s'abat de manière continue sur chaque mètre linéaire de notre longerine au niveau des travées chargées. C'est exactement sous cette pression extrême de l'état limite ultime que la structure doit prouver qu'elle est capable de tenir le choc sans se rompre. Troisième étape, la méthode de Kakko, naviguer entre des forces inégales. Alors la difficulté ici, c'est qu'on a affaire à des travées de longueurs différentes et à des charges inégalement réparties. Les méthodes de calcul forfaitaires standards sont inutilisables dans ce cas précis. On est donc obligé de dégainer une approche beaucoup plus rigoureuse, la méthode de Kakko. C'est elle qui permet de débusquer les forces réelles qui menacent la poutre. Par exemple, le moment fléchissant maximal en travée explose dans la première travée à plus de 45,41 kN/m. Et sur les appuis, on se retrouve avec des moments négatifs de continuité, le plus critique étant sur l'appui B avec moins 24,48 kN/m, sans oublier les forts tranchants sollicitants qui culminent à près de 38,98 kN. Bref, la menace est désormais chiffrée avec une précision redoutable. Quatrième étape, le calcul du ferraillage. L'acier à la rescousse. Le béton, c'est un matériau fantastique, on le sait, il résiste incroyablement bien à la compression. Par contre, face aux énormes forces de flexion qu'on vient de calculer avec la méthode de Kakko, il est très vulnérable. S'il reste seul, il se fissure et il cède. C'est là qu'intervient le vrai duo de choc de la construction. L'acier vient littéralement à la rescousse du béton pour lui apporter l'élasticité et la force de traction qui lui manque face à la flexion et au cisaillement. Et le dosage de cet acier est d'une précision chirurgicale. Le calcul est mené avec un béton de résistance 25 mégapascales et des armatures à haute adhérence de 400 mégapascales. Pour la zone inférieure des travées 1 et 2, les plus chargées, on combine 2 barres de 12 mm de diamètre et 2 de 10. Ça crée une belle section de 3,83 cm². Pour les travées 3 et 4, un peu moins sollicitées, 2 barres de 12 suffisent. Et au-dessus des appuis, là où les moments s'inversent, on ajoute des aciers dits chapeaux. Sur l'appui B, la solution retenue, c'est 2 barres de 10 couplées à 2 barres de 8. Et le plus beau dans tout ça, chacun de ces choix valide haut la main à la condition minimale de non-fragilité qui exigeait seulement 1,23 cm². Maintenant, penchons-nous sur l'effort tranchant, le fameux risque de cisaillement. Et là, les chiffres de l'étude nous réservent une vraie surprise. L'effort tranchant maximum requis est d'environ 39 kN. Eh bien, la capacité de résistance naturelle du béton face à ce cisaillement est mesurée à 41,34 kN. Donc, mathématiquement parlant, le béton serait tout à fait capable d'encaisser ce cisaillement sans la moindre aide transversale.
Mais en génie civil, la prudence est reine. Même si la théorie pure nous confirme que les armatures transversales ne sont pas strictement nécessaires pour le calcul, les règles de l'art imposent des dispositions constructives. Du coup, par sécurité absolue et pour maintenir parfaitement la cage d'armature lors du coulage, on prévoit méthodiquement des cadres en acier de 6 mm de diamètre espacés tous les 25 cm. Une assurance vie de plus pour la Langrine. Cinquième étape, les vérifications finales à l'ELS, le test du quotidien. L'état limite de service, c'est vraiment le test de l'usure quotidienne. Le but, c'est de s'assurer que les contraintes dans les matériaux ne provoqueront pas de fissuration excessive au fil des décennies. Si on regarde l'acier, la contrainte calculée s'élève à seulement 72,46 mégapascales. C'est un score absolument parfait quand on sait que la limite autorisée est de 400 mégapascales. L'acier est très largement en sécurité, il travaille dans sa zone de confort. Et pour le béton, la conclusion est exactement la même. Dans la travée la plus chargée, la contrainte qu'il encaisse au quotidien est de 2,06 mégapascales. Sachant que son seuil critique admissible est de 15 mégapascales, il franchit cette vérification finale avec une facilité déconcertante. Sixième et dernière étape, le schéma détaillé quand les mathématiques deviennent réalité. C'est ici que toute cette abstraction mathématique prend vie. Le schéma de ferraillage détaillé vient cartographier avec précision tout ce qu'on vient de calculer ensemble. Chaque trait indique l'ancrage des barres longitudinales, la position exacte des aciers chapeaux sur les appuis et l'espacement rigoureux des cadres transversaux sur toute la longueur de cette longrine. Rien, absolument rien, n'est laissé à l'improvisation. C'est la traduction parfaite des équations en un plan de construction prêt pour le chantier. Cette plongée au cœur des fondations nous montre bien que la stabilité de nos bâtiments repose sur une incroyable montagne de calculs et sur des méthodes qui ont fait leurs preuves, comme la méthode de Kako. Mais avec l'arrivée de béton à ultra haute performance et de nouveaux matériaux composites, on est en droit de se poser une question fascinante. Est-ce que les ingénieurs de demain utiliseront toujours ces mêmes formules et ces fameux aciers à 400 mégapascales, ou bien va-t-on bientôt réécrire entièrement les règles du jeu sous nos pieds? Ça laisse vraiment songeur. Le lien pour télécharger le document BAL avec exercice corrigé se trouve en commentaire.